Salut l'équipe, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Pour être honnête, ça va pas très très fort et tout, mais bon, on n'est pas là pour s'apitoyer sur son sort, hein, les gars. Je sais pas, c'est pas dans mon ADN. Donc aujourd'hui, on va profiter de ce petit moment pour analyser donc les derniers spoils complets de One Piece. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Et d'ailleurs, j'ai eu le temps de les poster sur Discord et il y a pas mal de choses qui sont colossales. Je pense qu'on est en face du dernier chapitre du tome et le chapitre est tout bonnement légendaire. J'en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Pour ceux qui ont vu les spoils hier, sachez que aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Je le savais en plus. Il me semble avoir dit plusieurs fois dans la vidéo. On n'a pas toutes les informations. C'est trop bizarre comment les informations ont été données. Et franchement, je trouve ça légendaire d'avoir des spoils aussi, je dirais pas médiocres, mais moins bien ceux d'hier, et d'avoir des spoils aujourd'hui qui sont vraiment tout le contraire de ce qu'on aurait pu, ne serait-ce qu'imaginer. On avait vraiment zéro information hier. Donc voilà les gars, aujourd'hui je vais même pas faire d'auto-promo, rien du tout les gars. Si vous kiffez la chaîne, les gars vous savez ce qu'il faut faire, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et nous on va se lancer direct. Donc salut à toi Neil qui a rejoint le petit live. J'espère que tu es bien accroché aujourd'hui parce on va analyser ces petits spoils et ça va être vraiment légendaire. En tout cas, je pense. En tout cas, en termes d'émotion, en termes d'informations données, je pense qu'on est sur quelque chose de très très gros. Très très gros, pardon. Donc c'est parti les gars, on perd pas plus de temps. Voici la capture du Discord. Donc il y a plein de trucs comme vous pouvez le voir. Et le chapitre, on a enfin le titre, il s'appelle Le destin d'une époque. Donc ça fait étroitement le lien avec le fait que il y a l'époque tout simplement du siècle oublié et il y a l'époque d'aujourd'hui et effectivement tout ce qui n'a pas pu se passer doit se passer dans l'époque actuelle. Donc voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir, et si vous n'avez pas lu les scans, enfin les spoils, gardez ça en tête parce que tout va tourner autour de ça, mais d'une manière auquel on s'y attendait pas. En tout cas, moi personnellement, j'ai été vraiment choqué. Évidemment, les informations qui vont être données vont être des informations soit qu'on a déjà traitées, soit déjà théorisées, ou même qu'on a hypothétisées, mais la finalité, c'est que c'est colossal, c'est magnifique, c'est vraiment bien écrit, la narration, les émotions. Vous allez voir, vas-y, comme je l'ai dit, assez perdu de temps, c'est parti. Donc le chapitre 1121 qui s'appelle Le destin d'une époque, le chapitre commence avec Saturne qui attaque Bonnie et Kuma avec ses pattes empoisonnées. Donc voilà, moi je vous avais dit, je comprends pas pourquoi d'après les spoils, Saturne ne fait rien et qui se fait dégager direct. Ça se passe pas tout à fait comme ça. La première partie des spoils était vraiment avec très très peu d'informations. Donc voilà, donc on a donc Saturne qui essaye d'attaquer Kuma et heureusement, merci Oda, il a quand même respecté ses personnages. Là, je me suis dit si Kuma il meurt ou si quelqu'un meurt alors qu'il y a tout l'équipage des géants et Luffy en face, je me suis dit non mais frère, là j'aurais pété les plombs et évidemment ça s'est pas du tout passé comme ça parce que les géants lèvent leur bouclier en même temps pour bloquer l'attaque de Saturne. Luffy regarde autour de lui et voit Bonnie transformée en forme Nika à nouveau. Essayant de se lever, elle est encore épuisée. Donc là, pareil, au niveau des spoils, c'est pas du tout ça qu'on avait compris de la première partie des spoils, parce qu'on pensait que Bonnie pouvait réactiver son pouvoir quand elle voulait, un peu comme Luffy, il suffisait juste de manger. Et là, c'est pas du tout le cas, elle est encore épuisée, elle force un petit peu sur son fruit euh, pour justement se défendre, parce qu'elle a pas trop de choix, malheureusement. Donc on a quoi Luffy qui éloigne une des attaques de Saturne envers Bonnie, mais il refuse d'attaquer Saturne lui-même. Donc Luffy refuse d'attaquer Saturne lui-même. Et vous me direz, mais pourquoi Luffy veut faire ça? Il est devenu fou ou tout? Pas du tout, c'est du courant Luffy, comme d'habitude. Luffy dit, Bonnie, c'est toi qui dois le faire. Donc voilà, là vous comprenez que Luffy reste fidèle à lui-même avec le fait que c'est pas lui de tout faire. Et que là, c'est plutôt quelque chose qu'elle doit régler elle-même. D'ailleurs, je ne sais pas comment Luffy arrive à percevoir ces choses-là, mais je pense qu'il les perçoit même pas et que c'est juste de la chance. Mais il a compris qu'il y avait un lien étroit entre son père, elle et Saturne.
inconsciemment évidemment, je pense pas qu'il en soit conscient, je sais même pas s'il est conscient de quoi que ce soit Luffy, et du coup la finalité c'est que Bonnie regarde Saturne avec colère, puis elle se lève, flotte dans les airs, prête à se battre. Donc déjà ça donne des informations sur le pouvoir de Luffy, on avait vu Luffy flotter dans les airs et tout, mais après on savait pas si c'était du ralenti, on savait pas s'il était réellement capable de le faire. On l'a vu courir dans les airs, donc ça c'était certifié, mais le fait qu'il puisse léviter tel, tel un dieu, hein, et ben c'est possible, c'est réel, et au final c'est ce qui se passe. Donc si Bonnie peut le faire, Luffy peut le faire, c'est un pouvoir de Nika, et au final Nika peut l'éviter dans les airs s'il le veut. Évidemment il y a plein de scènes où on aurait pu dire oui mais on le savait déjà, etc., etc., mais en fait on n'avait pas la certitude, tu vois, alors que là si Bonnie est capable de le faire, c'est-à-dire vraiment Luffy peut le faire, tu vois. Donc voilà, on continue. On passe ensuite sur le message de Vegapunk. Donc là, c'est intéressant parce que voilà, première partie, on retourne dans le combat de là où s'est terminé le précédent chapitre. Donc c'est vraiment un tome qui va être légendaire. J'ai tellement hâte de le lire, mais vraiment en tome, parce que tous les chapitres se suivent. Le message, je pense qu'il aura plus d'impact quand tu lis tout le tome d'un coup, quand tu as tout le message en entier. Donc j'ai l'impression qu'une fois qu'on aura fait tout ce message, hein, qu'on aura tout le message, tout le tome, etc., on aura un avis différent sur ce tome-là, sur toutes les informations des chapitres qui sont en train de sortir. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, Bonnie regarde Saturne avec colère. Donc ça, on l'a lu. Et Vegapunk, donc, qui clôt son discours. Donc voilà, les gars, je vous l'avais dit de toute façon que ce tome avait énormément de chances de finir là. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que le chapitre n'était pas fini, mais c'était pas mes informations, c'était juste parce que c'est ce que les leakers avaient dit, que Egghead n'était pas fini. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tome, pour moi, se termine comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi après, parce que au niveau des informations données, vous comprendrez assez facilement. Surtout que là, on voit que le message de Vegapunk qui cherche à clôturer son message, et c'est ça qui est fou, parce que la finalité du message signe pour moi l'arrêt du tome et l'arrêt de la narration telle qu'on la connaît. Et du coup, il y aura une autre type de narration qui va arriver juste après. C'est pour éviter d'être redondant, tous les écrivains, les mangaka, etc. sont obligés de changer la narration pour pas être redondant et avoir l'impression de tout le temps faire la même chose. Et là, vous avez capté que la narration actuelle, c'est le fait d'avoir le message, la réaction du monde, et en même temps Egghead et l'histoire qui se déroule. Donc on aura quelque chose qui va changer quelque peu juste après. Un petit peu comme on a eu au début de Egghead, où on a eu 8 chapitres, où on n'a pas vu du tout Luffy. Ça faisait partie de la narration. Après on a revu que Egghead, et après on a eu le flashback de Kuma. Donc voilà, vous comprenez la narration, comment elle marche, en fonction des tomes, etc. Et là, à la fin, on a donc ce dernier tome qui est vraiment colossal, avec d'un côté les informations données via Vegapunk, via le message, ensuite la réaction directe dans le monde, et après les événements donc c'est pour moi les trois éléments principaux qui donne de la matière à ce type de narration. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté, à voir si ça va continuer, mais je pense qu'on est sur le dernier chapitre. Donc c'est parti. Donc Vegapunk qui clôt son discours. Le jour où le même incident que le siècle oublié se produira, viendra sûrement, parce que les armes qui ont causé le désastre sont toujours présentes intentionnellement dans ce monde. Donc, pour résumer, les armes antiques ont été conservées exprès pour pouvoir les réutiliser dans le futur. Donc ça, c'est très intéressant, parce que Poséidon est censé être une arme antique, et de le dire comme ça, c'est comme si on pouvait arrêter... c'est comme si on avait une solution pour la faire disparaître, tu vois. Et comme si disparaître, c'était une possibilité. Alors qu'en vrai, si on est du côté des gentils, faire disparaître une arme antique si elle est humaine, enfin même vivante, je veux dire, c'est quelque chose de mauvais. Donc c'est pas quelque chose que on recommanderait. Et là, la manière dont Vegapunk parle tend à croire, d'après la phrase et la traduction, même si c'est pas totalement sûr, en tout cas, ça donne l'impression que justement les armes antiques auraient pu être arrêtées, détruites, et qu'elles sont pas vivantes. Donc, ou qu'elles conservent leur pouvoir, et potentiellement qu'on pourrait enlever leur pouvoir d'une certaine manière. Donc ça,
c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, parce que soit, comme je viens de le dire, c'est pour décrire un élément qui veut dire que les armes antiques ont été conservées parce que c'est des armes type armes lambda, c'est-à-dire c'est des choses qu'on peut se débarrasser, détruire assez facilement, enfin assez facilement entre guillemets évidemment, mais qui est facile à se débarrasser et qu'on aurait pu s'en débarrasser. Et ça, c'est l'interprétation de Vegapunk. Ou soit, c'est une sorte de mauvaise interprétation de Vegapunk et qui pensait que justement les armes antiques étaient uniquement des armes et que le fait que ce soit juste des armes, ça ferait pour lui, ce serait quelque chose que on pourrait se débarrasser, mais au final, c'est pas la réalité parce que vu qu'on a vu Shirahoshi, on peut pas se débarrasser comme ça de Shirahoshi. Donc au final, le fait qu'elles ont été gardées intentionnellement, c'était quelque chose qui était nécessaire d'une part pour le One Piece et pour la fin du manga, ça c'est sûr, mais cependant aussi gardé parce que voilà, il faut être humain. Je pense que Joy Boy avait un bon fond et jamais il aurait pu tuer ne serait-ce que Poséidon de l'époque juste parce qu'elle représentait une menace. Je pense que Luffy serait exactement d'accord avec moi par rapport à ça. Jamais il ne tuera Shirahoshi ou n'importe qui d'autre de vivant. Même le robot, je le vois mal détruire le robot juste, enfin contre son gré évidemment, juste pour préserver enfin pas le monde, mais juste empêcher une potentielle crainte, tu vois. C'est plus de la peur, tu vois. Et jamais je pense que Luffy prendra des décisions par rapport à la peur. Je pense que ça correspond pas du tout à son personnage. Et s'il fait ça, ce serait, je pense, décevant. Je pense que ça, c'est assez facile à voir. Donc pour moi, cette phrase est importante parce qu'elle sous-entend que Vegapunk, d'après son interprétation, pense que les armes sont que des vulgaires armes, entre guillemets, et qu'ils auraient pu être pas présentes dans cette époque. Ouais. D'un côté, c'est ce que ça sous-entend. Mais la première chose qu'il faut prendre en compte et comprendre de cette phrase, évidemment, c'est pas du tout ça. C'est juste que les gens qui connaissent l'existence ou qui ont utilisé les armes antiques de l'époque ont décidé intentionnellement de les garder. Donc ça, c'est une certitude, mais ça sous-entend derrière que ils auraient potentiellement eu le choix de les détruire. Et qui dit détruire, si on est dans le camp des gentils, jamais on les aurait détruites parce que c'est des êtres vivants, en tout cas pour Shirahoshi pour sûr. Et par contre, pour le côté des méchants, ce serait plus compréhensible dans ce sens-là. Donc à voir que veut dire cette phrase par rapport à l'interprétation de Vegapunk, à voir comment Manga Moins et même comment la Shueisha vont traduire cette phrase, mais je trouve qu'elle laisse sous-entendre pas mal de choses et peut-être que la vérité est tout autre. Donc c'est parti pour la suite. Pendant que Vegapunk dit cela, nous pouvons voir les réactions de Vivi et Shirahoshi. Donc voilà, c'est intéressant. Tu vois, vous voyez le parallèle qu'il y a directement. On voit les réactions de Vivi et de Shirahoshi. Vivi, c'est bizarre, parce que là, c'est bizarre qu'ils le mettent Vivi et Shirahoshi. Je sais pas si c'est une feinte de la part de Dai qui veut nous dire regardez, peut-être que c'est une arme antique, etc. Ou si pas du tout, c'est juste pour montrer deux princesses qui ont potentiellement des connaissances envers les armes en question. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à Alabasta, on avait l'emplacement d'une arme antique, et l'arme antique en question, c'était Pluton. À Alabasta, on avait l'emplacement, et Pluton se trouve à Wano. Et sur l'île Céleste, il y avait l'emplacement de Poséidon, qui, elle, se trouvait donc sur l'île des Hommes-Poissons. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un poneglyphe qui montre la position de l'arme antique en question, et donc un poneglyphe qui révèle l'identité ou la manière d'utiliser le poneglyphe en question. Donc quand on comprend ça, on comprend qu'il y a des localisations. C'est pour ça que, pour moi, c'est impossible que Vivi soit une arme antique, parce que le poneglyphe mentionne la localisation d'une arme antique, alors qu'elle n'est pas présente, normalement, elle n'est pas présente sur l'île, au vu de la mécanique que Oda a pris pour placer ces poneglyphes, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit comme ça que ça se fasse, à moins qu'il y ait une potentielle arme sur l'île Céleste et que le poneglyphe de Wano révèle qu'elle est là-bas. Après, tu vois, c'est un peu bizarre. Je trouve pas ça logique, on verra. Mais ça m'étonnerait totalement. Sinon, en plus de ça, il y aurait un poneglyphe qui révélerait donc l'emplacement
d'une arme antique, mais sur l'île des hommes poissons, ce qui n'était pas présent, tu vois. Il n'y avait que la lettre de Joey Boy avec à côté le Red Poneglyph. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça, c'est des arguments qui me fait penser que pour moi, Vivi n'est pas une arme antique, même si rien n'est impossible, et que Oda décide et fait bel et bien ce qu'il veut. Donc Vivi et Shirahoshi. Donc, juste pour revenir à cette phrase, et après on terminera là-dessus, le fait que la phrase de Vegapunk dise que les armes antiques ont été gardées intentionnellement, ça montre que potentiellement il y a des gens peut-être mal intentionnés qui eux ont décidé de les garder alors qu'ils avaient le choix de les tuer, de les détruire, tu vois. Et le fait d'avoir la réaction de Shirahoshi, je sais pas si elle est consciente qu'elle est une arme antique, mais en tout cas elle est consciente qu'elle a des pouvoirs et que justement elle a un rôle à jouer. Je pense que ça, elle est au courant. Après, le fait qu'elle soit au courant que c'est Poséidon, etc., il me semble que oui, mais vu que j'en suis pas totalement sûr, pardon, je resterai sur ce que je viens de dire. Donc voilà, la réaction de Vivi, enfin de Shirahoshi, pour moi, j'ai hâte de la voir parce qu'elle aura du sens par rapport à la phrase. Et du coup, ça lui met aussi une pression sur les épaules sur le fait qu'elle va devoir agir un jour, alors qu'elle, je pense pas qu'elle ait envie de faire quoi que ce soit. Donc on continue, parce qu'on a quand même pas mal de choses encore à dire. On a qu'à la première partie, il y en a 4. À Skypiea, on a Konis et Aïssa, qui arrivent au palais et accueillent le groupe de Wiper. Ils ne sont pas au courant de l'émission de Vegapunk. Donc là, tout pour la cohérence, et effectivement, c'est ultra cohérent. Pourquoi ? Parce que dans le ciel, on n'a aucune communication, on n'a aucun journal, les îles célestes sont même pas quelque chose de prouvé ou de réel pour le monde entier en tout cas. Mais on sait que voilà, nous on sait que ça existe, on sait que par exemple Vegapunk est au courant, on sait qu'il y a plein d'autres îles célestes, et plein d'autres personnes dans Redline qui sont au courant, mais on comprend facilement que la diffusion du message n'atteint pas non plus le ciel, même si elle le pourrait en vrai. Elle le pourrait. Donc ensuite, pendant que Vegapunk qui dit « Parce que les héritiers des races qui devaient être effacées de l'histoire subsistent encore ». Donc là, c'est intéressant parce qu'il parle de race, et vu qu'on connaît les races qui sont ennemies des Tenryubito, on comprend facilement, on le savait déjà avant, mais là en fait, c'est comme si Oda disait, bon voilà, là c'est le moment de vous révéler les ennemis des dieux. Donc on sait qu'il y a les Ji, évidemment, mais on sait du coup qu'il y a les boucaniers qui ont essayé d'être effacés, on sait qu'il y a les Lunaria, donc là il y a des gens, ils n'étaient pas sûrs, ils doutaient un petit peu, hein, même parmi la communauté des théoriciens One Piece, mais là on a des certifications, c'est-à-dire que là ça y est, c'est acté, les Lunaria faisaient partie des ennemis des dieux, donc de la coalition autour de Joey Boy pour contrer les 20 royaumes fondateurs et qui est le gouvernement mondial d'aujourd'hui. Donc voilà, et il n'y a pas que eux, évidemment, il y a sûrement les hommes poissons, vu qu'ils étaient détestés, il y a sûrement la race de Barbe Noire, étant donné que sa race, elle est un peu sombre, on ne sait pas d'où réellement il vient, et en plus de ça, elle est reculée. Il y a toutes les personnes qui ne sont pas affiliées au gouvernement mondial, donc on a parlé de l'île des hommes poissons, mais on peut très facilement parler de Wano et de Elbaf. Donc voilà, tout ça on le savait déjà, mais ça devient beaucoup plus logique, ça devient acté et dit par Oda, c'est-à-dire que là c'est plus des théories, on est vraiment dans le concret. Et ça montre aussi les peuples qui vont être donc alliés à Luffy et qui vont aller attaquer Marijois à la fin du manga. Donc ça veut dire que potentiellement King, on voit que King a réagi, on ne le sait pas encore parce que je ne l'ai pas lu, mais juste en dessous on voit que King a réagi à cette information, donc il a entendu cette information, donc il a compris son rôle, son enjeu et le camp auquel il appartenait. Et du coup, maintenant que ça s'est dit, on sait que lui, potentiellement, à la fin du manga, il va revenir justement pour combattre aux côtés de Luffy. Et ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, Kaido puisse revenir combattre aux côtés de Luffy. Parce que voilà, Kaido, déjà, au niveau de ses discours et tout, Joey Boy, machin chose et tout, il était déjà au courant de pas mal de choses. Donc peut-être qu'il éprouve un profond respect pour Kaido, tu vois. Ce qui n'est pas du tout impossible. Donc à voir les gars, mais tout ça pour vous dire que vous commencez à comprendre les camps, tout a été dit par Oda, maintenant on peut plus nier l'évidence, et
Et maintenant, on peut juste calculer qui est avec Luffy et qui est contre Luffy. Évidemment, je pense qu'il y aura aussi des personnes qui vont être entre les deux, qui vont pas être trop d'accord avec le côté rejoindre les pirates. Il y aura des personnes qui vont être là pour la liberté, mais par exemple, je vois bien des gens de la marine qui vont être là pour la liberté, mais après deviendront les ennemis des pirates, un peu comme Garp et Roger, qui sont fondamentalement amis, étant donné que Garp a sauvé le fils de Roger, mais qui, malheureusement, a décidé de l'arrêter et de le mettre au fer jusqu'à sa mort, parce que voilà, c'était la chose à faire. Après, là, j'ai dit arrêter, mais bon, je sais que les puristes vont commencer à me dire non, il n'a pas été arrêté, Roger s'est rendu, etc. Bon, frère, les gars, vous m'avez compris. Tout ça pour dire qu'il a tout le temps essayé de l'arrêter, parce que voilà, malgré que ce soit un ami, il avait son rôle à jouer, son rôle de la justice, la vraie justice. Il défend la vraie justice. Et évidemment, il n'a pas réussi, mais il est arrivé d'une certaine manière à ses fins, parce que malheureusement, Roger est mort. Emporté d'une part par la maladie, mais aussi parce qu'il s'est sacrifié pour l'aube nouvelle, pour la piraterie. Donc voilà les gars, pour cette partie.